D'abord sa barbe et son béret, évidemment, et puis aussi un tremblement très particulier, et puis surtout peut-être la vibration dans sa voix d'une colère inimitable pendant des décennies. Ce fut cela, l'image de l'abbé Pierre à la télévision. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Alors, quels traits composent cette image ultra familière, mais aussi quels détails discordants en ont été gommés, peut-être pour la rendre plus rassembleuse? Ce sera le sujet de cette émission avec deux invités. Daniel Dayan, vous êtes anthropologue des médias. Vous avez notamment travaillé sur la télévision cérémonielle. Et avec vous, nous nous attarderons, nous nous pencherons à la loupe sur l'image de l'abbé Pierre, sur son image sur nos petits écrans. Bernard Violet, vous, au contraire, nous parlerons de l'homme derrière l'image. Vous l'avez bien connu puisque vous avez même été son biographe dans une biographie qui est sortie il y a 3 ans. C'était en 2004. Mais on va commencer avec vous, David Abiker, sur un tout autre sujet qui nous montre qu'une image peut varier, peut être reçue différemment selon les supports sur lesquels elle est regardée. Oui, démonstration par l'exemple avec Ségolène Royal et ses prises de position sur la souveraineté du Québec. C'était mardi soir sur TF1 et sur TF1 on nous expliquait que ces positions avaient fait le tour d'Internet et avaient régalé les internautes, images à l'appui. La nouvelle phrase qui fâche circule bien sûr sur Internet. Hier, Ségolène Royal a été interpellée à l'issue d'une rencontre avec le dirigeant du Parti québécois, une formation indépendantiste, sur ses affinités avec les valeurs de son interlocuteur. Les valeurs qui sont celles qui nous sont communes, c'est-à-dire la souveraineté et la liberté du Québec. Vous avez vu ces images, elles sont un peu sales, un peu pixelisées, comme on dit en informatique. Vous avez vu le son métallique de la voix de Ségolène Royal. Alors, c'est vendu comme des images Internet, mais c'est des images de télé, puisque vous voyez l'incrustation télé sur l'image, qui est une incrustation de la télé du Québec. Alors, évidemment, il y a une charge émotive dans les images d'Internet maintenant, surtout depuis qu'on a mis Ségolène Royal en difficulté avec des images d'Internet. C'était pendant la campagne des primaires au PS. On lui avait ressorti une vidéo où elle parlait des enseignants. Alors, on va revoir d'autres images de Ségolène sur France 2 où elle dit à peu près la même chose, mais les images sont totalement différentes. Face à Ségolène Royal, hier, le leader souverainiste québécois André Boisclair. À la fin de l'entretien, le journaliste de la télévision canadienne l'interpelle. Quelles sont vos affinités avec la question de la souveraineté nationale du Québec? Elles sont conformes aux valeurs qui sont celles qui nous sont communes, c'est-à-dire la souveraineté et la liberté du Québec. Alors Maya, vous préférez lesquelles? Je préfère celle d'Internet, bien sûr. C'est les mêmes, c'est justement les mêmes, sauf qu'à la différence de TF1, France 2 a juste demandé la cassette à la télé canadienne pour illustrer son sujet. Alors ça donne quand même un traitement différent, parce qu'en jouant la mise en scène et Internet, TF1 accable encore plus, je dirais, ou accable tout court Ségolène Royal, puisque elle amplifie ce que les uns diront, ce que les uns diront que c'est. Alors oui, je pense que vous êtes parti dans une vraie gaffe. Ça l'accable encore plus parce que ça amplifie la sortie diplomatique et scandaleuse. Et d'un autre côté, ça normalise avec le traitement de France 2. Et évidemment, vous êtes souverain pour déterminer quelles sont les images les plus impactantes. Merci. Maya Leskovic, quelques non-dits, enfin un gros non-dit dans le traitement par TF1 de la renonciation par Nicolas Hulot, animateur de TF1, à se présenter à la présidentielle. Oui, c'était une autre triste nouvelle cette semaine. Nicolas Hulot renonce finalement à se présenter à l'élection présidentielle et il s'en expliquait sur le plateau de TF1. Nicolas Hulot, qui est notre invité aujourd'hui, et qui a décidé donc finalement de ne pas se présenter à la présidentielle. Est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a eu des moments ces dernières semaines où vous avez vraiment eu envie de vous présenter? Oui, j'en étais le premier étonné. Et curieusement, cette décision était plus complexe, plus lourde que je ne l'ai imaginé.
Voilà, alors il avait donc choisi sa chaîne, TF1, pour faire cette annonce. Pourtant, en novembre dernier, c'était sur le plateau de France 2 qu'il avait évoqué l'éventualité de sa candidature. Alors à l'époque, ça nous avait un petit peu étonnés. On avait donc appelé un proche de Nicolas Hulot qui nous avait expliqué que, non, en fait, tout simplement, TF1 avait loupé le coche, mais qu'il n'y avait aucun problème entre l'animateur et sa chaîne. Or, on apprenait cette semaine dans le journal Le Monde que ces derniers temps, les relations entre TF1 et Nicolas Hulot, c'était un peu tendu, même bien tendu, puisque Nicolas Hulot, qui est salarié de TF1, avait été mis en disponibilité et que son salaire avait été suspendu. Alors Le Monde dit 1 mois, mais nous on a appris que c'était carrément 2 mois, donc suspension de salaire pour le mois de décembre et le mois de janvier. Donc évidemment, nous avons cherché à en savoir plus. Voilà, alors chacun a son explication et vous vous doutez bien que les versions ne sont pas tout à fait pareilles. Alors il y a la version TF1 qui explique que c'est quand même un peu normal qu'un patron suspende le salaire d'un employé qui passe plus de temps à préparer sa campagne qu'à préparer ses émissions. Alors il y a aussi la version des proches de Nicolas Hulot qui soupçonne TF1 d'avoir voulu, je cite, taper dans la caisse pour le dissuader de se présenter. Mais enfin, taper dans la caisse, taper au portefeuille surtout. Ils n'ont pas tapé dans la caisse de TF1 justement. Taper dans la caisse de Nicolas Hulot. Voilà. Mais rassurez-vous, depuis l'annonce de sa non-candidature, les relations se sont nettement détendues. Il y a quelques jours, l'animateur a rencontré ses patrons Patrick Lelay et Étienne Moujotte qui lui ont signifié son retour dans la grande famille de TF1 ainsi que le retour de son salaire dans sa caisse. Voilà, c'est vrai qu'un animateur de TF1 en compagnie des Verts avec leurs habits en laine écrue et leurs jeans rapiécés, ça n'aurait pas fait une excellente image. Merci Maya. Un chef d'État qui s'en prend bille en tête à une puissante chaîne de télévision privée de son pays, ça se passe au Venezuela, Julia. Et ça se passe pendant les vœux annuels de Hugo Chavez qu'il donne chaque année. Il était récemment élu avec 63% des voix, mais sauf que cette fois-ci, ces vœux qui sont évidemment diffusés en direct sur la chaîne publique vénézuélienne, pour le coup, ils ne sont pas vraiment traditionnels. Il s'en prend à ses opposants politiques et plus particulièrement à la chaîne privée RCTV qu'il a beaucoup critiqué pendant sa campagne électorale. La chaîne en question, le lendemain matin, reprend ces images sur son antenne et c'est le présentateur vedette de la chaîne qui regarde ces images en compagnie d'un invité qui représente les intérêts américains au Venezuela. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía. Y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión. Y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Voilà, que d'émotion, c'est terminé la concession pour RCTV, sauf que réellement la concession expire fin mois mai, contrairement à ce que dit le président Hugo Chavez, mais visiblement il est un peu pressé de se débarrasser de cette chaîne nuisible. Ça se voit, hein. Oui, ça se sent, ça s'entend surtout. Mais quelques jours plus tard, il en remet une couche dans son talk show le dimanche dernier qui s'appelle Allo Presidente. Alors c'est un talk show en direct où lui est la seule vedette et les Vénézuéliens peuvent l'appeler en direct et regarder. La durée moyenne du talk show, c'est combien? C'est entre 5 et 7 heures. Cette fois-ci, c'est allé jusqu'à 7 heures. Donc, on est vraiment allé chercher cette phrase de Hugo Chavez. Comme Castro. Comme Castro. Alors, un extrait. Pas les 7 heures, rassurez-vous. Oye, es que ¿cuántos días le quedan a RCTV? Jesse, hay que adelantar rápido el modo, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses. Mientras tanto, que digan lo que quieran, ellos son libres. Y hasta me insultan y me llaman el tirano. No me importa, digan lo que digan. Pero ese canal se acabó. Vamos a hacer un nuevo canal, pues.
Voilà, c'est presque aussi fort que du François Bayrou. Hein. Alors, est-ce que cette chaîne qui est menacée, RCTV, se défend sur son antenne? Alors, RCTV a évidemment dénoncé les attaques du président sur son antenne lors du JT, mais bizarrement, le PDG, le directeur général de cette chaîne, qui est Marcel Granier, va plutôt chez une autre chaîne privée qui s'appelle Globovision pour défendre ses couleurs. Mais la défense de cette chaîne tourne des fois vraiment à l'anecdote, comme dans ce reportage où les journalistes se sont penchés sur le devenir et le sort des petits commerçants qui se trouvent à proximité du siège de la chaîne. L'inquiétude provoquée par la décision du gouvernement ne se ressent pas seulement chez les salariés de la chaîne RCTV, mais aussi chez ceux qui, depuis des années, offrent à son personnel leurs services et leurs produits. On travaillerait peu. Et ceux qui travaillent ici pourraient même perdre leur travail. Les commerçants proches de la chaîne ont peur de perdre leur meilleure clientèle. 50% de nos clients viennent de RCTV. Voilà, comme vous l'avez entendu dans le passage précédent, Hugo Chavez quand même avait rassuré les commerçants en disant qu'il y aurait bien une autre chaîne de télévision. Par contre, ce qui reste énigmatique pour l'instant, est-ce que la chaîne restera privée ou elle sera renationalisée, comme c'était le cas pour les entreprises pétrolières au Venezuela? À suivre. Merci Yulia. L'évidence, c'est peut-être le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on observe à la loupe l'image médiatique de l'abbé Pierre telle que les médias en plus d'un demi-siècle l'ont construite. Évidence de la compassion, bien entendu, évidence de combat incontestable et peut-être surtout évidence d'un statut unique dans le paysage français, d'un statut irremplaçable. Et cette unicité, Perrine Dutreil, c'est peut-être la première chose que les journaux télévisés ont voulu montrer le jour de la mort de l'abbé Pierre. Oui, vous l'aurez remarqué, généralement il y a un rituel dans les JT, un rituel immuable. Il y a le générique, il y a les titres dits par le présentateur, puis le présentateur qui commence son journal. Eh bien, lundi, jour de la mort de l'abbé Pierre, c'était un événement tellement exceptionnel que les chaînes ont choisi de briser ce rituel immuable. Dans la mesure où pendant son temps de vie, on a essayé de mettre sa main dans la main de ceux qui souffrent. Au moment de la fin, c'est-à-dire du commencement de la lumière, on trouve dans son autre main la main de l'amour infini. Une voix, une force incroyable. L'abbé Pierre est mort ce matin au Val-de-Grâce à Paris. Mesdames et messieurs, bonjour. Il avait 94 ans. Toute la France est touchée au cœur, disait aussitôt Jacques Chirac, qui s'est dit bouleversé comme des millions de Français. Bien sûr, une édition spéciale avec toutes ces images, ces photos que nous verrons pendant 40 minutes. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée. C'est froid. Et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée bien sûr à un hommage à l'abbé Pierre, qui nous a quittés ce matin à l'âge de 94 ans. Depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai passé ma vie entière à prier tous les jours pour demander de mourir jeune. Bonsoir à tous. Dans l'actualité que nous vous présentons tous les soirs, il y a des hommages de circonstances et il y a les autres. Depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. Alors, quelle a été votre impression dominante? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en regardant toutes ces images extrêmement nombreuses, mais qui finalement peut-être se rejoignent un peu toutes, non? J'ai été très frappé en lisant le texte de Roland Barthes sur l'abbé Pierre 50 ans après. Et que c'était très intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Est-ce que ça a changé? Le texte de Roland Barthes, je le vois évidemment, c'est le texte extrait de ce recueil culte de Roland Barthes qui s'appelle Mythologie, dans lequel il y a effectivement 2 pages d'anthologie sur l'abbé Pierre. Et dans ces deux pages fameuses, Barthes essaye de montrer que, comme tout personnage, l'abbé Pierre s'est créé, il s'est fabriqué une image. Et Barthes insiste beaucoup sur un thème qui est un de ses thèmes favoris, c'est qu'il n'y a pas une immense limite. Il n'y a pas une limite infranchissable entre ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire la construction de soi que l'on fait dans la réalité quotidienne, et la fiction.
Et que d'une certaine façon, ce qui est très clair pour Barthes, c'est que l'abbé Pierre est, dès le départ, un personnage de fiction et qu'il a créé cette fiction. Bernard Violet, même question. Quelle a été votre impression dominante en regardant, parce que j'imagine que vous les avez regardés à la loupe Pas trop, parce que j'étais partie prenante. Oui, vous étiez dedans, hein, vous avez été invité dans beaucoup d'émissions. Ouais. Donc, mais, votre analyse est tout à fait juste, votre présentation est tout à fait juste. Oui, c'était les mêmes extraits de discours, les mêmes images, les mêmes... Et puis consensuel, quoi. Bon, pas question d'évoquer des sujets qui pouvaient fâcher. Je l'ai eu moins à la télévision, encore, quoi, que quand... sur la résistance, j'ai cru malin en disant attention, non, il n'a pas été arrêté à la première heure. J'ai vu les yeux du journaliste sur le plateau que je trouvais ouvrir comme ça. Oh là là, ouvre encore ce tourbillon de violet. Ouais. Alors, la deuxième chose que les journaux télévisés avaient envie de nous montrer, c'est l'unanimité de l'affliction après la mort de l'abbé Pierre. Oui, l'émotion était extrêmement vive, nous disaient tout à l'heure les journalistes. Et de fait, lundi dernier, dans toutes les émissions, tout le monde y allait de sa petite phrase sur l'abbé Pierre. Ça allait de la classe politique unanime aux personnalités du showbiz qui avaient toutes rencontré une fois dans leur vie l'abbé Pierre, sans oublier ce que les JT adorent appeler les anonymes, venus en l'occurrence se recueillir devant le Val-de-Grâce. Il était absolument exceptionnel. Il n'a fait que du bien pendant tout son passage sur cette planète. Il a changé ma vie parce qu'il a appris à m'ouvrir les yeux, à m'apprendre à ne pas avoir peur, d'ouvrir les yeux sur la misère, sur la pauvreté. Il avait dans le regard une lueur espiègle. En fait, c'est Emmaüs qui m'a ramassé dans la rue et alors je disais, s'il n'avait pas été là, je pense que je vous parlerai pas, quoi. Je sais pas ce qu'on va devenir sans lui. Ah ouais, là, vous mettez un coup, là. L'abbé Pierre est mort ce matin. Et ça secoue la population. C'était quelqu'un qui, je dirais, qui mériterait d'être peut-être pas canonisé. Moi, je n'y connais rien, si vous voulez, dans la religion, pas plus que ça. On est tellement seul. Il vient de mourir, on est orphelin, quoi. Pour moi, c'est un deuxième papa, parce que en tant que SDF, si je suis habillé comme ça, c'est grâce à Emmaüs. Il est un peu tard, mais on va prendre 5 minutes de votre temps aux uns aux autres. On va terminer, si vous le voulez bien, en rendant hommage à notre façon à l'abbé Pierre. En octobre 2005, j'avais eu la chance d'aller le rencontrer chez lui. Je trouve ça assez hypocrite aujourd'hui de faire comme si le combat de l'abbé Pierre avait été pris en compte. Il n'a pas été pris en compte. Un homme qui ne parle pas pour ne rien faire depuis si longtemps a droit à toute mon estime. Bien et puis, sûr. voilà, je me rends bien compte des limites du truc. Et l'abbé, si tu nous entends, change rien, passe le bonjour à Tupac et Coluche. Merci Jamal. Alors, cette unanimité, les anonymes, les politiques, le show business, tout le monde? Oui, je crois que ça fait partie d'abord de la rhétorique de ce genre d'événement. C'est-à-dire que ce genre d'événement appelle l'unanimité et ce genre d'événement appelle une unanimité qui est déclinée. Il s'agit non seulement de marquer l'unanimité, mais de marquer la diversité à l'intérieur de l'unanimité. Donc on va faire une sorte de casting où l'on va voir toutes les catégories sociales représentées les unes après les autres. Et ne pas participer de cette unanimité, c'est dans des situations pareilles, c'est d'une certaine façon se retrancher de la communauté des hommes. Si vous n'êtes pas unanime, c'est que vous n'êtes pas tout à fait humain. Est-ce qu'il avait envie, vous qui l'avez connu pour faire sa biographie, est-ce qu'il avait cette envie, lui, de faire l'unanimité? Est-ce que c'était un souci? C'est l'obsession, c'était l'obsession. L'unanimité, c'est-à-dire de tout le monde, des gouvernants, du peuple, des mal logés, des chômeurs, des SDF, de tout le monde? Évidemment, oui, bien sûr. Il y avait un soupçon d'orgueil chez le personnage. Je l'avais dit d'ailleurs, il prenait assez mal quand je lui disais ça. Mais oui, bien sûr. Et puis également, contrairement à ce qu'il disait, il n'a jamais dédaigné toutes les récompenses honorifiques et autres décorations. Bon, moi j'ai trouvé ça terriblement pompeux ce matin, enfin ces jours-ci. Non, c'était ce matin. Non, nous, alors là, on est transparent. On enregistre vendredi après-midi, donc c'était ce matin. À Notre-Dame, parce que bon, on parlait sans arrêt d'humilité, puis l'image que l'on nous impose, c'est un cercueil avec le grand croix de la Légion d'honneur. Mais pas seulement. Regardez Bernard Violet, elle est extrêmement composée cette image, puisqu'il y a effectivement la grande croix de la Légion d'honneur, mais il y a aussi, je ne sais pas comment dire, sa cape ou sa pèlerine.
mélange oui, subtil. Voilà. Il paraît que, les funérailles ont été réglées au millimètre par lui, puisque c'est lui qui a exigé ce mélange. Il a voulu que les derniers soient premiers et que les premiers soient mélangés au milieu des derniers. Et alors, j'ai appris aujourd'hui, on m'a dit que son testament faisait 100 pages. C'est moi qui le possède. Il fait vraiment 100 pages. Je parle déjà beaucoup dans le mot. Il fait 100 pages ou pas? 114. 114 pages. Pour quelqu'un qui a rien et qui vit dans la simplicité, régler sa succession en 114 pages, c'est énorme quand même. Formidable. Y compris de la cérémonie de Notre-Dame. Y compris de la cérémonie de Notre-Dame. Il n'a pas parlé de Notre-Dame textuellement, mais bon, il parlait de ses choix musicaux. Il proposait pour les obsèques. L'habit dans le cercueil, robe de bure ou eau blanche à capuchon. Et puis il dit bon, si on me met quelques décorations, j'ai reçu ça, ça et ça comme décoration, les jeux d'honneur, grand point, machin. Bon, si on les dépose sur mon cercueil, je n'en ferai pas un caprice. Alors, je n'en ferai pas un caprice. Ça rappelle Mitterrand, la célèbre phrase de Mitterrand parlant de ses obsèques, une messe est possible. Voilà. Bon. Judith, ce qui vous a frappé, c'est une manière, alors je ne sais pas, pour les médias ou pour les politiques, d'évacuer le contenu des colères de l'abbé Pierre. Oui, j'ai compris ça lundi dernier, quand vous m'avez demandé de regarder les images, quand toutes les télés pleuraient encore la mort de l'abbé Pierre. Moi, devant ce concert de larmes, j'ai eu envie de gueuler comme il l'a fait, comme lui, c'est-à-dire plutôt sans ménagement. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Voilà, ce sont des mots qui tapent très fort. C'est une violence inouïe. Voilà. Inouïe. Ça fait mal et ça fait mal à tout le monde. Moi, ça me fait mal à moi aussi. Je me sens inculpée quand j'entends ça. J'ai l'impression d'entendre les mots d'un insurgé, d'un révolté, peut-être même d'un révolutionnaire qui n'a pas cessé de gueuler et de nous engueuler pour éveiller les consciences, pour faire bouger les pouvoirs publics et qui a utilisé pour ça tous les médias au point, malheureusement pour lui peut-être, de devenir leur chouchou. L'abbé Pierre savait où parler pour que son message soit entendu. C'est aussi grâce à ça qu'il est devenu le numéro 1 dans le cœur des Français, peut-être. Thomas Auro. Je sais que vous l'aimez, c'est l'abbé Pierre, il est là. Voici l'abbé Pierre. Il s'agit de l'abbé Pierre. À 17 reprises, il a été élu personnalité préférée des Français. Et voilà le révolutionnaire métamorphosé en castor préféré des Français. Castor méditatif. Hein. Oui, méditatif, mais enfin castor quand même. Son totem chez les scouts, je pense. Celui qu'on chérit. Voilà, alors il appelle à l'insurrection et on lui répond par des mots d'amour. Et les médias idolâtrent le saint homme au lieu de prêter leurs armes à son combat. Je ne sais pas, les télés pourraient faire preuve de conscience politique, analyser les enjeux sociaux, économiques du problème pour relayer son combat. Mais non, tout se passe comme si le mal-logement était une espèce de fatalité vraiment désolante, mais alors totalement inexplicable. Et du coup, les politiques, bien peinards, peuvent eux aussi se contenter de répondre à ces invectives par des mots d'amour. Nous a montré la voie du cœur. C'est à nous tous de nous rassembler pour donner tout leur sens aux valeurs de justice et de fraternité qui sont en fait le ciment même de notre patrie. Ben ça oui, le ciment de notre patrie, puis un ciment bien pris depuis 50 ans et plus que ça dure et que ça bouge pas ou si peu et que les pouvoirs publics, aidés par des médias bien bétonnés, n'ont rien entendu de ce qui se criait de révolutionnaire dans les sites télégéniques coup de gueule de l'abbé. Comme quoi, on peut être très en vue et pratiquement inaudible. Oui, mais alors la question que ça pose, c'est qui a construit ce personnage consensuel? Est-ce que c'est seulement les médias ou est-ce que lui-même n'en est pas un petit peu co-responsable, si j'ose dire? Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était pas quelqu'un qui avait envie à la fois de porter ce message révolutionnaire et d'être aimé de Michel Drucker et d'aller chez Michel Drucker? Bien sûr, parce que comme un militant, il a besoin d'une adhésion massive à son combat. Donc plus on est nombreux à l'aimer et à adhérer à sa cause, plus il a de chances de faire aboutir son combat. Mais je crois que devenir un personnage de fiction et être aimé pour lui-même l'intéressait assez peu. David? Moi, je crois que la clé
la clé de cette réussite-là, je pense que ça n'aurait pas été possible si on n'était pas en totale déchristianisation. C'est-à-dire qu'on a passé une partie de la vie médiatique de l'abbé Pierre à considérer qu'il n'était plus catholique. Judith vient de faire une démonstration extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle a regardé le sermon d'un prêtre qui invoque Dieu, qui parle aux plus malheureux, qui dit il faut donner la main, tendre l'autre, et elle l'a considéré comme un révolutionnaire, comme un révolté et comme un militant. Alors que nous avons une figure de prêtre tout à fait classique. Mais comme il est prêtre, on ne peut plus le regarder dans une société postmoderne. Quelqu'un qui dit vous qui êtes au chaud, vous avez du sang sur les mains, c'est un discours de prêtre classique, ça? Bien sûr, puisqu'il fait jouer la culpabilité catholique tout à fait traditionnelle. Il invoque Dieu, il est dans le sermon, il n'est pas du tout dans le coup de gueule, il n'est pas du tout dans le manifeste révolutionnaire, c'est un prêtre. Alors, il y a les signes, non mais dans le personnage, il y a les signes du prêtre, il y a les signes du guerrier, il y a les signes du révolutionnaire. Vous avez le sentiment que tout ça se combine comment ? Je pense que ça s'est combiné d'une façon harmonieuse. Je suis entièrement d'accord avec votre description par rapport au christianisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de proposer une sorte de christianisme du sens commun qui soit lavé de toutes les techniques, tous les éléments techniques de la théologie. La théologie, c'est pour les intellectuels. D'autre part, comment dirais-je, il faut un catho light. La chasteté, c'est pas très bien. Ouais. Et petit à petit, il y a une espèce de décision. Je vais représenter l'Église par moi-même. C'est ce qui me frappe énormément ici, c'est l'individualisme. Alors bon, c'est vrai. Alors les signes du catholicisme, de l'appartenance à l'Église catholique chez lui sont incontestables. Parfois, ça lui a valu des problèmes. Alors on anticipe un peu, Perrine. On avait prévu de passer l'image. Aujourd'hui, effectivement, sous le coup de l'émotion et du deuil, les médias célèbrent un personnage consensuel. Ça n'a pas toujours été le cas, et il est arrivé qu'il soit sifflé sur un plateau de télévision. Ouais, c'était dans l'émission spéciale Tous ensemble contre le SIDA. C'était en avril 94. À l'époque, on est quelques mois seulement après la polémique lancée par les prises de position du pape, notamment en Afrique, où il s'était opposé aux préservatifs. Au cours de cette soirée, donc en avril 94, une interview enregistrée de l'abbé Pierre est diffusée. Je voudrais maintenant que nous regardions un petit sujet court de l'abbé Pierre qui a tenu à se joindre à cette soirée. À nous. À se joindre à nous, évidemment, pour vous dire qu'il fallait se mobiliser, évidemment, l'abbé Pierre, en quelques secondes. Pour tous ceux qui veulent se protéger du risque, je les supplie de se souvenir de ce que on nous dit maintenant, que plus d'une des marques du préservatif ne sont pas sûres, sont perméables. Il n'y a qu'un préservatif absolument sûr, c'est la fidélité dans les foyers. Souvenez-vous de cela et que ce soit ce qui règne chez vous et y donne la paix et l'espérance. Bon, l'abbé Pierre a tenu des propos qui concernent l'abbé Pierre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'abbé Pierre a tenu à être dans cette soirée. C'est vrai que certains magazines sortent régulièrement des enquêtes pour montrer que le préservatif n'est pas un bon moyen. Certes, comme dit l'abbé Pierre, la fidélité est formidable, mais le préservatif, on s'est renseigné, re-renseigné, sur-renseigné avec des médecins. On aura l'occasion d'en parler bien évidemment plus tard. On aura même l'occasion probablement de vous en montrer tout à l'heure. Le préservatif est quelque chose qui ne fait pas passer le virus, c'est clair. Alors, une semaine plus tard, on retrouvait l'abbé Pierre dans une autre émission. Cette fois-ci, il était en face de Doc et Diffoul. À l'époque, c'était de célèbres animateurs de radio pour les jeunes. Et là, écoutez bien, son discours a changé. Si tu refuses le préservatif au moment où tu vas vers n'importe qui et que tu risques de rapporter la maladie à ton épouse, tu es un salaud. On aimerait que le pape dise ça. Parce que le pape n'est qu'un homme, comme vous, comme moi. Bon, vous disiez tout à l'heure, il avait quand même le souci de plaire à tout le monde. Mais là, on voit bien que c'est pas possible. On peut pas plaire à la fois au pape et à ses évêques et à De Chavannes. C'est toute l'ambiguïté du personnage, évidemment. Cheval sur deux. Oui, mais alors, ces prises de position étaient dictées par quoi? Étaient dictées quand même par sa sincérité ou ses convictions? De rester en permanence une autorité morale. Et là, effectivement, il a loupé le coche, universel. Il a loupé le coche, effectivement, à propos du préservatif. Il n'a pas compris les échos de l'extérieur venant des jeunes et il n'avait pas bien capté. Il s'est vite repris, effectivement, ce qui montre qu'effectivement, il connaissait très bien comment utiliser les médias. Bon, et c'est dans ce sens-là qu'il n'est pas du tout un révolutionnaire à travers même ses discours. Je pense qu'il s'est toujours présenté, il a toujours agi comme un réformateur. Il n'a jamais remis en cause fondamentalement les institutions, qu'elles soient politiques et sa propre maison, l'Église.
Bon, il n'a jamais attaqué frontalement l'Église. Il a même, ni les il a même institutions eu des comportements pas forcément très courageux. Au moment de l'hiver 54, par exemple, on liquide le mouvement ouvrier. Bon, l'abbé Pierre... On liquide le mouvement ouvrier, qu'est-ce que vous voulez dire? Le mouvement des prêtres ouvriers, pardon, le mouvement des prêtres ouvriers, autant pour moi. Des prêtres ouvriers. Qui avait pris de l'ampleur depuis quelques années. Lui qui commençait à être entendu, qui avait accès aux médias facilement, n'a pas moufté. Il a récupéré effectivement 2 ou 3 prêtres au chômage. Alors, quand vous lui faisiez remarquer ça, qu'est-ce qu'il répondait? Il ne pouvait pas tout faire. Voilà, il devenait humble et en disant bon, il ne peut pas tout faire, etc., etc. Bon, et idem, toujours à propos des vers 54. Il appelait à l'insurrection, il engueulait les riches, il insultait les riches en disant il demandait des réquisitions d'appartements. Il n'a jamais demandé la réquisition des presbytères qui étaient vides à pas mal d'époques. Bon, donc de l'ambiguïté des personnages, être à la fois électron libre au sein de l'Église, mais jamais remettre fondamentalement l'institution en cause, qu'elle soit l'Église ou même les politiques, dans ce sens-là. Mais en même temps, très habilement, il a toujours su jouer justement ce qui a fait sa force sur plusieurs registres. Bon, le caritatif effectivement, mais aussi l'économique, le médiatique, le national et l'international. Bon, et ça, il était très fort dans ce sens-là. Quand on vous entend parler comme ça, on entend bien, puis nos téléspectateurs, je pense, vont l'entendre, que vous n'êtes pas à l'unisson de la tonalité générale qui règne sur les ondes depuis lundi dernier. Je crois que vous avez participé à un certain nombre d'émissions et que vous aviez été contacté pour commenter ces obsèques sur France 2. Oui, là aujourd'hui, effectivement. Et puis on m'a décommandé hier, effectivement. Voilà. En m'en donnant une explication un peu foireuse, qui est passée de place sur le plateau. Enfin bon, sur 3 heures, 3 heures de machin. Bon, j'ai l'impression qu'il n'ait pas envie de trublions ou de fausses notes, un peu critiques, respectueux mais critiques. Mais ce qui est amusant dans le passage avec De Chavannes et sur le plateau TV, c'est que on va sortir l'abbé Pierre, on voudrait qu'il soit comme on voudrait qu'il soit, avec la vision idyllique, c'est-à-dire on voudrait un abbé Pierre qui dise il faut mettre un préservatif, les enfants. Mais il le dit après d'ailleurs, il le dit après parce qu'il est dans un processus d'adaptation pour devenir protéiforme et passer sur tous les plateaux télé. Mais ce qui est remarquable, c'est quand le prêtre catholique arrive avec sa réalité qui explose sur un plateau de télévision qui est conformé de politiquement correct et lui dit ben non, on est catholique et donc on est pour le préservatif. Enfin, en tout cas lui, avec la façon dont il vit. Et ça explose à la tête de Chavannes, c'est remarquable. Ce qui me frappe aussi, c'est que lorsqu'il rejette le préservatif, il ne rejette pas sur des bases qui renvoient à une quelconque déontologie ou à une quelconque théologie. Il dit c'est pas solide, c'est pas solide, ça peut se fissurer, il peut se passer des choses. Donc il s'agit d'un argument strictement pragmatique. Donc il y a une sorte de coïncidence par la pragmatique qui va faire que d'une certaine façon, il va néanmoins faire passer le message de l'Église, mais il le fait passer pour toutes les mauvaises raisons du point de vue de l'Église. Mais moi, il y a une idée qui me vient en vous écoutant tous parler. J'ai l'impression que de tout ce qu'on dit sur ce plateau se dégage l'impression que l'abbé Pierre, dans ses interventions, n'était pas sincère. Et ça, c'est un véritable choc, parce qu'une des composantes de son personnage, c'est la sincérité de ses coups de gueule. Il est tout à fait sincère, avec la force qu'elle a très bien décrit, la chroniqueuse, lorsqu'il parlait sur le sujet qui était sur fond de commerce, voilà, le logement. Il dit, quand il essayait de sur l'évolution des mœurs, c'était pas aussi évident. Je pense qu'il est sincère tout le temps, même quand il parle du côté praticable du préservatif. C'est la captation d'héritage qui est toujours difficile à interpréter, elle est toujours politique. Dans le festival d'hommages qu'on a vu tout à l'heure, notamment parmi les people ou les personnes importantes ou les politiques, il fallait voir les politiques, chacun rendre hommage à l'abbé Pierre à la façon dont il y a intérêt. Nicolas Sarkozy a évoqué la très grande piété de cet homme, Ségolène Royal l'a beaucoup contextualisé, Bernard Kouchner a dit, moi je l'ai beaucoup connu, il a évoqué l'abbé Pierre humanitaire. C'est un peu comme les hommages au temps des soviétiques, on rend un hommage avec des arrière-pensées politiques. Ils les emmerdaient tous, alors il y a quand même eu du sacré part d'hypocrisie. Mais comment il en parlait des politiques? Je veux dire, est-ce qu'il était dupe des courbettes et des embrassades que lui prodiguaient les politiques? Qu'est-ce qu'il disait? Il connaissait bien, puisqu'il avait été lui-même en politique. Comment il en parlait? Il avait été député, oui. Comment il en parlait? Qu'est-ce qu'il disait? C'était un Robert respectueux, si vous voulez. Bon, il savait que ces hommes-là étaient des hommes de pouvoir, qu'il fallait faire avec. Bon, donc, il était pareil, il n'attaquait jamais de façon frontale. Bon, il était très pragmatique. Il est là, bon, c'est lui qui est au pouvoir, bon, allons-y. Puis, essayons un peu de séduction, et puis, faire avancer le schmilblick. Bon, effectivement, mais c'était très lent, très long, mais bon, il avait un peu un mépris, parce que je lui ai posé la question sur les hommes politiques qui pour lui,
pour être un modèle, etc. Bon, il y a eu deux, Monnet, Jean Monnet, voilà, père fondateur de l'Europe, et puis Mendès France. Et Mendès France. Voilà, pour lui, c'était les seuls personnages qui respectaient. Qui avait droit à son estime. Ouais. Alors, dans les récits qui ont été faits ces jours-ci de sa vie, et où ne figurent que des épisodes à juste titre louables et remarquables, il y a une fausse note, Perrine, qui n'a pas été occultée par les médias, et qui a même été rappelée dans tous les récits biographiques. Oui, un épisode fâcheux, celui du soutien de l'abbé Pierre en 1996 à un fidèle ami, Roger Garaudy, accusé à l'époque de négationnisme. Alors, toutes les rétrospectives consacrées cette semaine à l'abbé Pierre en font le dérapage d'une vie par ailleurs exemplaire. En 1996, c'est le faux pas. L'abbé Pierre défend un ami, Roger Garaudy, ancien communiste, converti à l'islam, auteur d'un livre aux thèses révisionnistes. Écrivain contestataire avéré, dans son dernier livre, il assimile le massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à un simple pogrom, refuse la notion de génocide. La réprobation est unanime. L'abbé est exclu de la LICRA, dont il était membre d'honneur depuis 25 ans. Désapprouvé par Emmaüs, il demande pardon à ceux qu'il a blessés et s'exile dans un couvent italien brisé. Je réexprime ma confiance à l'homme, mais je ne soutiens aucune de ses idées, puisque je dis que je ne les ai pas lues. Et j'ai l'espérance que si on lui démontre, là, sur ça, tu te trompes, il dira, je me suis trompé, j'espère. On peut trouver ni une parole, ni un écrit de moi dans lequel j'ai dit que je soutenais une quelconque des pensées qui sont dans le livre, je ne l'ai pas lu. C'est ma faute, je suis coupable, mais je suis un vieux. Alors, vous disiez tout à l'heure, dès qu'il sortait du champ, qui était son champ, celui des pauvres et des mal logés, ça devenait beau. Il se plantait. Il se plantait, allez, moi je ne l'aurais pas dit comme ça, mais il se plantait. Et alors, ça, vous abordez cet épisode-là dans votre livre, et ce que vous avez raconté à Perrine, c'est que ça n'a pas été l'épisode le plus simple à écrire. Non. C'était là, parce que donc, c'est 3 ans de travail, 9 mois d'entretien hebdomadaire avec eux, avec un accord au préalable, c'est-à-dire qu'il allait relire, effectivement, le manuscrit, que bon, s'il y avait des problèmes, on en discuterait, mais voilà, bon, évidemment, la lecture 14 fois, il a lu mon manuscrit, il a trouvé qu'il n'avait rien trouvé à redire, jusqu'au moment où son entourage, effectivement, a pointé du doigt une phrase qui concernait la création d'Israël. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que lors de nos entretiens, l'abbé Pierre m'avait déclaré que pour lui, la création d'Israël était illégitime sur un plan religieux et que politiquement, ce fut une erreur. Vous pouvez répéter, mon père? Je répète, etc. Bon, jusqu'au moment où, donc, le premier ministre, il laisse passer, ça, et effectivement, certains membres de son entourage ont dit non, ça passe pas, on ne veut pas une nouvelle affaire Garaudy, donc il faut soit supprimer la phrase, soit l'atténuer. J'ai dit non, moi, pas question de la supprimer. Donc vous l'avez atténuée, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus... Ah, je ne l'ai pas atténuée, non, j'ai demandé aux membres de l'entourage... Ah oui, elle est plus complexe dans le livre, on ne va pas les lire, mais elle est plus... Aux membres de l'entourage de formuler, effectivement, l'atténuation qu'ils souhaitaient voir apporter. Bon, ils l'ont effectivement, donc on a gardé cette partie de la phrase qui est claire, qui est nette, et en faisant dire ensuite à l'abbé Pierre, mais les choses étant ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, je prie de toutes mes forces pour que Palestiniens et Israéliens vivent enfin un jour en paix. Voilà, il a un tout petit peu retouché cet aspect de sa biographie. Sous la pression de son entourage. Sous la pression de son entourage. Ça ne correspondait pas à ses convictions. Sur cet aspect-là? Oui, il me semble que là aussi, il y a à la fois cette dimension d'adapter le discours au fait qu'il puisse être entendu, mais simultanément, je pense qu'il y a une sincérité profonde, et cette sincérité profonde me semble être très liée au fait que la carrière, la vie de l'abbé Pierre s'étend quasiment d'un certain discours qui est un discours du 19e siècle jusqu'à un discours qui est un discours de la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on sait que l'abbé Pierre n'est pas un antisémite, puisqu'il a, dans certaines circonstances, il mériterait d'être injuste. Il a fait passer des gens. Sauvé de nombreux juifs pendant la guerre, il faut le dire. Mais il faut savoir aussi que l'antisémitisme est une création qui a un moment historique, qu'avant l'antisémitisme, il y a eu l'antijudaïsme théologique, et qu'après l'antisémitisme, il y a eu l'antisionisme. Et d'une certaine façon, la carrière intellectuelle par rapport à ce sujet de l'abbé Pierre, c'est qu'il est passé de l'antijudaïsme théologique à l'antisionisme en sautant par-dessus l'antisémitisme. Je crois que l'antisémitisme lui était totalement étranger, mais je crois que ce qu'il y avait, c'est son appartenance
spontané à une certaine tradition du catholicisme social dont il a continué un certain nombre de discours. Et je crois qu'en se construisant, c'est vrai qu'on ne choisit pas toujours les éléments grâce auxquels on se construit, mais il y a une certaine logique dans cette construction, et cette logique implique aussi peut-être une sorte de désintérêt pour les arguties théologiques. Mais lorsqu'on ne fait pas de théologie et qu'on est un homme religieux, eh bien la théologie vous rejoint. Et je crois qu'il a été rejoint par sa théologie et qu'il a payé le mépris qu'il avait pour un certain nombre de discussions qui lui paraissaient peut-être intellectualistes. Voilà, décryptage du faux pas Garaudy qui, à vous écouter, et si je vous en crois, n'est pas tout à fait un faux pas puisqu'il se situe dans la cohérence intellectuelle du personnage. Merci à tous deux d'avoir contribué à éclairer cette image de l'abbé Pierre. Si vous voulez approfondir ce sujet passionnant, alors au début de l'émission, nous avons beaucoup parlé de ce recueil classique, les mythologies de Roland Barthes. Ça a été écrit il y a plus de 50 ans maintenant, mais ça n'a pas pris une ride. Beaucoup d'entre elles n'ont pas pris une ride. La fameuse biographie de Bernard Violet, tout à fait précise et intéressante, elle va être rééditée ces jours-ci. Avec le testament. Avec en bonus, si j'ose dire, le testament, les 114 pages du testament de l'abbé Pierre. Et le dernier livre que vous avez rédigé, Daniel Dayan, n'a pas grand-chose à voir. Il est rédigé sous votre direction. Ça s'appelle La terreur spectacle, ça n'a rien à voir avec l'abbé Pierre. Chloé Delhomme, vous revenez pour reprendre les bonnes habitudes, nous faire part des réactions des internautes du forum d'arrêt sur image. Tout à fait. Et là, je vais revenir sur la dernière émission parce qu'en fait, sur le mois passé, c'est elle qui a provoqué le plus de réactions de téléspectateurs et pas que sur le forum puisque l'émission a reçu une quarantaine de mails de gens pas contents du tout. Donc en fait, je vais revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier, à savoir dans la première partie de l'émission déjà, Yulia Kapustina nous présentait un sujet sur la permanence de la torture en Égypte. 2 policiers ont été arrêtés après la diffusion d'une vidéo de torture filmée dans un des commissariats de Caire sur le blog de journaliste Wael Abbas. Et la victime, Emad El Kabir, un chauffeur de minibus, a été arrêté en janvier 2006, c'est-à-dire il y a un an, par 2 policiers en civil. Il a été déshabillé et sodomisé avec un manche à balai. Ces images, nous les avons vues en entier. On a choisi de ne pas diffuser certains morceaux très très violents, mais l'extrait reste quand même très choquant. En fait, l'extrait en question qui suivait durait 6 secondes. La page internet qu'on voit derrière Yulia était en plein écran et donc on voyait dans la vidéo un gros plan sur le visage de la victime en train d'hurler. Pendant qu'on entendait parallèlement aussi les cris des policiers, il y avait 2 sous-titres, espèce de chien et enfonce-le. Donc ces images d'illustration ont immédiatement provoqué beaucoup de réactions. Je vais vous en citer certaines. Je suis vraiment choquée de la violence de ces images à 1 heure de grande écoute. Je les ai trouvées sordides, à la limite du voyeurisme, et les explications de la journaliste nous auraient d'ailleurs bien suffi. Ou encore votre sujet relatif à la torture dans un commissariat égyptien, outre l'idée insoutenable que cela peut évoquer d'emblée, ne nécessitait pas, à mon sens, de joindre l'image à la parole. Je suis révoltée au point d'en avoir encore la nausée, tant la mise en garde de votre journaliste n'était en aucun cas adaptée à ce qui allait suivre. Des téléspectateurs fidèles ont également été surpris. Il n'y a pas eu d'avertissement classique, éloignez vos enfants et les personnes sensibles du poste. Et il note quelque chose, à savoir, je me souviens d'un arrêt sur image sur l'émission de Jackass. Daniel Schneiderman avait été trop prudent en floutant certaines images sensibles de l'émission afin de protéger le jeune public. Une séquence de torture, c'est donc moins choquant qu'une cascade chez Jackass. Donc en fait, j'ai demandé à ce que Yulia puisse répondre aussi en vrai. Donc est-ce que vous étiez conscient, l'un comme l'autre, que les images pouvaient à ce point choquer? Et est-ce que vous avez eu la sensation, l'un comme l'autre toujours, que le téléspectateur avait été mis en garde assez clairement? Je vais d'abord répondre, puis ensuite Yulia complétera. Bien sûr qu'on était conscient. Et non seulement on était conscient, mais ça a même fait l'objet d'un vif et long débat dans l'équipe d'arrêt sur image. Je m'en souviens très bien, par exemple, Perrine était très choquée par les images et ne souhaitait pas qu'on les montre du tout. Michael Richard, notre rédacteur en chef, lui, trouvait qu'il fallait les montrer. Bon, c'est l'éternel débat, c'est-à-dire que il faut informer nos téléspectateurs. Voilà, on leur dit, il y a des images qui ont circulé sur Internet et elles sont tellement violentes et tellement insoutenables que pour la première fois, des policiers égyptiens ont été poursuivis pour torture. Il faut bien que nos téléspectateurs puissent se rendre compte de ce que sont ces images et de ce qu'est la violence de ces images. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dirais, on mesure à la seconde près. On mesure presque à l'image près, au 10e de seconde près,
en essayant de faire le partage entre ce qui est nécessaire à l'information des téléspectateurs, ce qu'ils ont besoin de voir pour pouvoir se rendre compte, et le moment à partir duquel on bascule dans autre chose. Mais là, ce que vous leur avez montré, c'est un visage crispé de quelqu'un en train de souffrir, puisqu'effectivement, il y a donc sodomie avec Manche à balai. Ça a été cité avant, effectivement, mais est-ce que vous pensez vraiment que cet impact était archi nécessaire par rapport à l'information elle-même? Finalement, on ne voit pas de policiers, on ne se rend pas compte particulièrement que c'est en Égypte ou pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste de l'illustration pure. Après, Julia Moi, je crois que c'était indispensable à la chronique. C'était totalement indispensable de montrer aussi cette horreur, plus de l'entendre presque que de la voir. Moi qui ai préparé la chronique et qui ai dû revoir pour compter, c'était vraiment très C'était plus les hurlements, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Ce qui est important dans la chronique, c'est parler de la torture en Égypte et de la façon dont les policiers se sont retrouvés en prison. Parce que c'est grâce notamment au fait que cette image s'est retrouvée sur un blog et qu'elle a été médiatisée d'une certaine façon que les policiers se sont retrouvés en prison. Ils risquent aujourd'hui 10 ans de réclusion criminelle. Donc, je pense que c'est ça qui est important là-dedans. Comme ça a été important pour Abu Ghraib d'avoir les photos, comme vous vous souvenez, horribles, totalement abominables, mais grâce à ces photos, le débat, est-ce que tout est possible pour une cause sur le terrorisme, on continuait à persister et puis on a pu aussi voir les coupables, aussi bien qu'on a montré, je m'en souviens, il y a quelques mois, des images terribles sur la Tchétchénie, avec les Tchétchènes arrêtés, avec les sons aussi tout à fait abominables. Là-dessus, j'ai pas reçu beaucoup de plaintes. J'ai eu des personnes qui ont discuté. Le problème aussi, c'est sûr. Il y a deux choses. Il y a d'abord la banalisation de l'image, si vous voulez, les problèmes éthiques que vous devez vous poser vous en interne. Et il y a aussi cette histoire de présentation. C'est-à-dire que quand l'internaute dit éloigner les enfants du poste ou les interdictions de moins de 10 ans, je ne sais pas quand. Julia, dans l'extrait que vous avez rediffusé, Julia dit textuellement l'extrait reste très choquant. Mais donc, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc de ton. Il n'est peut-être pas assez fort. On aurait peut-être dû. En tout cas, il n'a pas été entendu. Et moi, donc, ce que j'aimerais savoir, qu'on soit bien clair pour les téléspectateurs, c'est vous avez une obligation. Comment ça se passe avec ce type d'image? Vous devez dire textuellement, il faut éloigner le public sensible. Non, il n'y a aucune obligation de ce genre. C'est une sorte de légende urbaine qu'on s'est créée. Il n'y a aucune obligation de ce genre, mais moi, je veux dire, sans y être obligé, je considère qu'il est nécessaire, à partir du moment où on va passer des images qui vont choquer, qui peuvent choquer, il est nécessaire de le dire. Voilà. Donc on l'a dit, on l'a sans doute pas dit assez fort, et la prochaine fois, on le dira d'une manière plus claire. Très bien. Autre chose, Chloé? Oui, je passe à ma deuxième partie, qui est donc la suite de l'émission de dimanche dernier. Le dossier était donc sur les alertes enlèvement. Ça s'appelait alerte enlèvement de fausses alertes, point d'interrogation. Et vous aviez invité Alain Boulet, président de l'association Aide des parents d'enfants victimes, Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, et maître Thierry Lévy, avocat, dont les propos et l'attitude ont dérangé les téléspectateurs. On va voir un extrait représentatif. Est-ce qu'on avait besoin de mettre en route cette énorme machine pour interpeller ce garçon qui est à moitié idiot et qui n'était peut-être même pas, et qui ne sera peut-être même pas poursuivi pour enlèvement, car juridiquement, nous ne sommes pas sûrs d'être en présence d'un enlèvement. Sachant d'ailleurs que nous sommes en présence d'enfants qui ne sont pas, il y en a un qui a 11 ans, l'autre a 8 ans. Et qui ne sont pas quoi? Ce sont des enfants qui ont du discernement, qui ont la capacité de... Mais bien entendu, le juge pénal reconnaît qu'à 11 ans, on a du discernement. Voilà, alors les mails et les messages ont plu. Donc là, j'ai un extrait d'email. Je suis très choquée par Maître Lévy qui se permet de parler des handicapés mentaux en termes d'idiots et qui estime qu'à 8 et 11 ans, on a suffisamment de discernement et de lucidité pour suivre ou pas une personne qu'on connaît. Un autre message, les réponses quand il y en a eu et les arguments de Maître Lévy m'ont scandalisé. Puisse-t-il ne jamais connaître l'angoisse des parents d'enfants victimes d'enlèvement, le cas échéant, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Je me garderai bien de témoigner auprès des forces de police, car je ne voudrais pas attenter à la présomption d'innocence des personnes qui accompagneraient ces enfants. Bon, il est vrai que sur le premier point, des enfants de 8 et 10 ans, là, on vous voit qui fait un geste, mais en fait, vous ne l'avez pas coupé. C'est Alain Boulet, plus tard, qui est revenu sur ce problème. Et certains téléspectateurs se sont indignés au point de se demander ce que Maître Lévy faisait sur le plateau. Et c'est vrai que quand on regardait attentivement l'émission, on avait peut-être un petit élément de réponse. Maintenant, sur ce plateau, je suis encore stupéfait parce que je constate qu'il y a une espèce de consensus qui se fait autour de ces méthodes. Consensus que vous venez de rompre. Hein. Et vous êtes là pour ça. Je viens de rompre. Je ne sais pas si je suis là pour ça, mais en tout cas, je suis très content d'être là pour le dire. Oui, vous êtes là pour ça. Donc en fait, vous avez invité Maître Lévy pour créer la polémique en sachant qu'il risquait un petit peu de déranger
avec ce qu'il allait non, raconter? pour rapporter une opinion dissidente. Une opinion dissidente? Pour rapporter une opinion dissidente qui me paraissait d'autant plus nécessaire que cette opération des alertes enlèvement, dans son principe, semble incontestable. Tout le monde a envie de se dire, bah oui, si ça peut permettre de sauver la vie d'un enfant, il faut le faire, il faut faire ces opérations. Bon, il me semble qu'on peut quand même apporter à ces opérations des objections légitimes. On peut se demander si on n'en fait pas trop, on peut se demander si on risque pas, en spectacularisant les affaires, d'encourager la délation. Je vous rappelle que le président de la Ligue des droits de l'homme a parlé de show médiatique à propos de ces opérations. Donc on voulait avoir sur le plateau quelqu'un qui, face aux représentants du ministère de la Justice et aux représentants des parents de victimes, quelqu'un qui porte une opinion différente. On avait d'abord voulu inviter justement le président de la Ligue des droits de l'homme qui ne pouvait pas être là pour des raisons d'agenda. On a invité Maître Lévy, qui c'est vrai n'a sans doute pas été le défenseur le plus adroit des arguments opposés aux alertes enlèvement. Pourquoi je ne l'ai pas interrompu sur les enfants de 8 à 11 ans? Parce que je me suis dit, tous les téléspectateurs connaissent dans leur entourage des enfants de 8 à 11 ans, ils sont capables de se rendre compte tout seuls si ces enfants sont capables de discernement ou pas et de ne pas suivre un inconnu ou pas. Je n'ai pas besoin, moi, d'intervenir là-dedans. Et c'est vrai qu'après, quand il parle d'un ravisseur présumé en disant c'est un demi-idiot et que je suis sans réaction, je me reproche en voyant les images d'être sans réaction. Je me dis là, j'aurais quand même dû lui dire, enfin, on ne parle pas comme ça des gens, quoi. Voilà, il est bizarre. C'est le représentant d'un ordre ancien, c'est l'avocat à l'ancienne, donc tout son vocabulaire est à l'ancienne. Et paradoxalement, c'est un homme de liberté, puisqu'il était là pour défendre les libertés publiques. Donc c'est quand même un objet télévisuel non identifié. Thierry Lévy, avec sa culture, son vocabulaire d'avocat de prétoire, c'est assez rare d'avoir sur un plateau de télévision quelqu'un qui mixe un vocabulaire, une culture de liberté comme ça. Non, mais voilà, enfin, c'était, j'ai fait le tour, moi, je crois. Les internautes voulaient, enfin, je pense votre avis aussi sur comment vous vous sentiez quand Maître Lévy faisait, non pas une sortie de route, mais affirmait effectivement ses opinions de la sorte. Et je pense que vous avez... pas bien sur ce plan-là, mais cela dit, plus loin dans l'émission, dans un extrait que vous n'avez pas remontré, mais on ne peut pas tout remontrer, je pense qu'on l'a quand même on l'a quand même acculé à essayer de faire une distinction entre ce qu'il appelait de la délation et ce qui était du témoignage, et où on se rend bien compte que dans son esprit, les choses n'étaient pas parfaitement nettes, ce qui affaiblissait sa démonstration. Ce qui est amusant sur l'histoire de délation et témoignage, où effectivement j'hésitais à prendre les images, parce que des internautes et des téléspectateurs s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas répondu et que vous n'arriviez pas, mais en fait, en faisant le montage, c'était très délayé, mais finalement, il répondait. Non, moi je trouve surtout qu'on voyait qu'il n'arrivait pas à répondre. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les idées claires sur ce... Là, c'est le problème de la schizophrénie de la foi entière qui rapporte la parole des internautes et qui a une autre opinion. Donc... Très bien. Ok, merci beaucoup Chloé. Au mois prochain. Arrêt sur image, je reviens dimanche prochain à 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir